Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une situation particulièrement mouvante et complexe, l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, on a vu pas mal de changements sur le plan sécuritaire, surtout face à la rébellion du M23. Absolument. Et justement, on a mis la main sur une analyse audio assez fouillée, qui donne une lecture, disons, spécifique des événements récents. C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui, regardez de près ce qu'elle dit sur la situation militaire, le contrôle du terrain et même le moral des troupes sur place. Exactement. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière les gros titres, qui sont souvent un peu rapides, et de comprendre la logique, les arguments de cette source en particulier. Voilà, donc on va regarder les succès militaires dont elle parle, les chiffres qu'elle avance sur le contrôle des zones, et puis les implications plus larges que cette analyse dessine. Prêt ? Allons-y. Alors, le premier point qui ressort fort de cette analyse, c'est vraiment l'évolution militaire toute récente. Elle insiste beaucoup sur l'impact des frappes aériennes et des bombardements sur les positions M23. D'accord. D'après la source, ces actions, elles ont eu un effet déstabilisateur assez majeur sur leur coordination, leur planification. Ah oui, et ça se traduit comment concrètement cet impact ? C'est juste gênant pour eux ou c'est plus structurel ? L'analyse, elle suggère que c'est plus profond que ça, en fait. Elle décrit une situation où, dès que le M23 essaierait, mettons, de masser des troupes ou de préparer une offensive un peu sérieuse, Hop. voilà, des frappes assez précises viendraient perturber tout ça. Ça les obligerait à se réorganiser tout le temps, ça coûte cher en temps, en ressources, ça crée une sorte d'incertitude, quoi. Et ça les empêcherait de reprendre l'initiative qu'ils semblaient avoir il y a quelques mois. Intéressant ça. Et pendant ce temps-là, sur le terrain même, qui avance ? Est-ce que l'analyse donne une image claire de la dynamique au sol ? Oui, alors là, elle met vraiment en avant le rôle des groupes d'autodéfense locaux, ce qu'on appelle souvent les Wasalendo. Ce sont eux, d'après cette source, qui seraient en première ligne dans pas mal de zones en ce moment. Ils mèneraient des offensives, ils arriveraient à récupérer du terrain petit bout par petit bout. Et les FRDC alors, l'armée congolaise officielle, quelle est leur position là-dedans, telle que décrite par l'analyse ? Alors, ça c'est un point un peu nuancé dans la source. Elle note une position qui peut sembler en retrait, oui, de la part des FARDC sur certaines lignes de front direct. D'accord. Mais l'explication qui est donnée, c'est pas la faiblesse. Ce serait plutôt une contrainte liée aux médiations internationales en cours. On parle de Doha, notamment. Ah, d'accord. L'idée, ce serait que pour laisser une chance à la diplomatie, l'armée régulière lève un peu le pied sur certains axes. Ce qui, paradoxalement, laisserait plus de marge de manœuvre aux groupes Wasalendo, qui, eux, sont moins tenus par ces impératifs diplomatiques. Je vois. C'est une interprétation particulière de cette dynamique. L'analyse, elle mentionne aussi une opération qui aurait été marquante, le bombardement de Chanzhou. Pourquoi celui-là en particulier ? Oui, c'est près de Rutshuru, pas loin de la frontière ougandaise. Et c'est décrit dans la source comme un site vraiment névralgique pour le M23. Pas juste un camp, mais potentiellement un QG important, une base logistique, peut-être même un centre de commandement. D'accord, donc frapper là, c'était viser la tête, en quelque sorte. Voilà, c'est présenté comme une frappe stratégique, pour décapiter ou en tout cas sérieusement handicaper leur structure de commandement, leur logistique. L'objectif était double selon l'analyse. Neutralisation matérielle, bien sûr, mais aussi un choc psychologique, démoralisé. Et cette démoralisation, la source pense qu'elle est bien réelle au sein du M23. Tout à fait. C'est un point sur lequel elle insiste pas mal. Elle affirme que le discours a changé chez eux. L'objectif initial, un peu claironné par certains, de marcher sur Kinshasa, Oui. ça se serait abandonné. Maintenant, les appels se focaliseraient plus sur le dialogue, la négo. Ah oui. La source, elle interprète ça comme un signe que la confiance s'effrite, que les combattants de base, ils commencent peut-être à douter des promesses, de la viabilité de tout le projet. Ce qui nous amène d'ailleurs à un autre point majeur de cette analyse, et peut-être un des plus surprenants, ou en tout cas qui va à contre-courant. Elle remet en question l'étendue réelle du contrôle territorial du M23. On entend souvent qu'il contrôle de vastes zones d'équivu. Exactement. Et là, l'analyse dit: attention, cette perception est peut-être fausse. Elle essaye de déconstruire ça avec des chiffres, des exemples précis. C'est là qu'elle devient très spécifique. Par exemple, Par exemple, pour Goma, avant les tout derniers mouvements, elle affirme que le M23 ne contrôlait en fait que 4 ou 5 quartiers sur 18. ah oui quand même, ça fait quoi, un peu moins de 30%? Voilà, quelque chose comme ça. Donc loin d'une mainmise totale sur la ville. Et pour d'autres territoires clés, comme Rutshuru par exemple, c'est pareil? C'est un peu le même raisonnement qui est appliqué. Pour le territoire de Rutshuru, qui a 18 groupements administratifs, l'analyse dit le M23 n'en contrôle effectivement que 4 ou 5.
Elle cite Kiwanja, Rutshuru Centre, Bunagana. Oui, ça c'est sous leur contrôle. Ok, Mais ça laisserait la majorité du territoire en dehors de leur emprise directe et permanente. c'est une affirmation forte, ça. Et elle va aussi loin pour Massissi ou Walikale? Oui, la logique est poursuivie. Pour Massissi, situation décrite comme similaire, contrôle partiel. Et pour Walikale, alors là, l'analyse est encore plus tranchée. Elle estime le contrôle M23 à environ 5% seulement du territoire. 5%. Oui, c'est vraiment minime, si ce chiffre est exact, bien sûr. Et le Sud, Kivu? Est-ce que cette province est aussi concernée par cette réévaluation? L'analyse applique la même grille, oui. Elle évalue le contrôle M23 à environ 20% de la province du Sud Kivu. Elle insiste, la grande majorité des territoires, et elle cite Walungu, Kabare, Shabunda, Mwenga, Uvira, Fizi, seraient complètement hors de leur portée. Ok. Il y aurait un contrôle partiel sur certaines zones de Calais vers Minova, l'île d'Idjui peut-être, une partie de Bukavu-ville. Mais là encore, on serait loin d'un contrôle étendu sur toute la province. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, la conclusion de la source, c'est que la majeure partie du nord et du sud Kivu resterait sous contrôle, soit des FARDC, soit surtout sur le terrain des groupes Wasalondo. C'est exactement ça. C'est une image radicalement différente de celle qui domine parfois, on est d'accord. Et comment la source explique cet écart de perception alors? Pourquoi cette différence entre ce qu'elle décrit et l'image parfois véhiculée? Mais elle aborde ça de front en parlant de la bataille de la communication. C'est un autre pilier de son argumentaire. D'accord. L'analyse, elle déplore ce qu'elle voit comme un déficit flagrant de com, stratégique, côté gouvernement congolais, côté institution. Un manque de réactivité et de présence médiatique internationale et locale pour contrer le narratif adverse. Et en face, quelle stratégie de com cette source attribue-t-elle à l'adversaire? Elle affirme assez directement que la partie rwandaise, via le M23, mènerait une offensive de communication très bien financée. Elle va même jusqu'à dire que c'est financé par Kagame directement. Ah oui. L'objectif serait double. Construire une image positive du M23, de leurs revendications, et en même temps discréditer Kinshasa, que ce soit auprès des locaux ou de la communauté internationale. Et face à ce prétendu déséquilibre médiatique institutionnel, est-ce qu'il y a une contre-offensive décrite qui communique pour le Congo alors? Oui, et ça c'est intéressant. L'analyse, elle met en lumière le rôle crucial joué par les citoyens congolais eux-mêmes. Des volontaires, des activistes sur les réseaux, des journalistes indépendants. La société civile, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont eux, d'après cette lecture, qui prennent spontanément le relais pour combler le déficit laissé par les canaux officiels. Ils partagent des infos du terrain, ils démentent ce qu'ils voient comme de la propagande, ils défendent la position congolaise. C'est présenté comme un effort patriotique, bénévole. Mais peut-être moins coordonné qu'une com d'État. Exactement. Moins coordonné, moins de moyens probablement. Revenons une seconde sur le moral et la stratégie du M23. On a parlé du changement de discours. Moins de marche sur Kinshasa, plus d'appel au dialogue. Comment la source interprète ça? Tactique ou vraie faiblesse? L'analyse penche clairement pour la deuxième option. Elle y voit un signe que le M23 et ses alliés, ils sentent que le vent a tourné militairement. Elle cite même une déclaration récente attribuée à Corneille Nangaa. Oui, une figure politique souvent associée à un mouvement allié, l'AFC, c'est ça? C'est ça. Et cette déclaration est interprétée par la source comme un véritable aveu d'échec. Une sorte de lamentation publique qui montrerait qu'ils réalisent que la victoire militaire, c'est plus vraiment à portée de main. Et au-delà des mots, est-ce que la perte de terrain a des conséquences concrètes sur leur capacité à se poser en alternative? Ah oui, absolument. L'analyse souligne ça. Quand le M23 perd une localité qu'il administrait, même de façon basique, il perd pas juste du territoire, il perd sa structure administrative embryonnaire. Difficile de se dire gouvernant quand on n'est plus là. Voilà. Plus de présence physique pour collecter des taxes, rendre une pseudo-justice, maintenir l'ordre. Chaque localité reprise par les loyalistes, c'est un coup porté à leur crédibilité politique autant qu'à leur capacité militaire. Élargissons un peu. Comment cette analyse place ce conflit dans le contexte international actuel? Est-ce qu'il y a des facteurs externes qui jouent selon elle? Oui, ça c'est un point important de l'argumentation. L'analyse suggère que le contexte international d'aujourd'hui serait paradoxalement plutôt favorable aux opérations congolaises. Ah bon? Comment ça? L'idée, c'est que l'attention des grandes puissances, des médias internationaux, elle est bouffée par d'autres crises énormes. L'Ukraine, le Moyen-Orient, les tensions au Venezuela. Et donc, la conséquence pour la RDC, ce serait quoi? Moins de pression diplomatique extérieure sur Kinshasa. L'analyse va même jusqu'à suggérer une sorte de feu vert implicite, ou en tout cas une non-interférence notable des États-Unis sur les opérations militaires en cours. Un feu vert.
C'est fort comme terme. Oui, c'est l'interprétation de la source. L'argument, c'est si Washington était vraiment contre cette offensive sur le M23, on entendrait des condamnations claires, des appels à arrêter les bombardements, peut-être des menaces de sanctions. Or, selon la source, ce silence relatif ou ces critiques très mesurées, ça indiquerait une forme d'acceptation tacite, que la RDC doit bien restaurer son autorité. C'est une lecture géopolitique assez audacieuse. Si cette dynamique se confirme, quelles seraient les implications dans la région ? Pour le Rwanda notamment, qui est souvent accusé de soutenir le M23. Là-dessus, l'analyse est très claire. Une défaite militaire sérieuse, voire une neutralisation du M23, ça priverait le Rwanda, et la source cite nommément le président Kagame, d'un de ses principaux leviers de pression sur la RDC et son président. Ce moyen de pression, c'est quoi exactement selon l'analyse ? C'est décrit comme cette capacité récurrente à déstabiliser l'Est du Congo, à occuper du territoire, pour forcer Kinshasa à négocier en position de faiblesse ou à accepter des accords jugés pas forcément favorables. Donc neutraliser le M23, ça ferait perdre cet outil d'influence à Kigali. C'est exactement l'argument avancé. Si le M23 n'est plus une menace militaire crédible, ce levier disparaît. L'analyse suggère même que ça pourrait remettre en question des accords passés, économiques ou sécuritaires, qui auraient été conclus sous cette pression. Ça pourrait redéfinir un peu l'équilibre des forces dans les Grands Lacs. Et face à ce scénario, comment la source décrit la posture et les capacités de la RDC elle-même ? Il y a un changement notable de ce côté-là. Oui, l'analyse insiste là-dessus, un changement de posture et même une certaine surprise quant aux capacités militaires congolaises qui seraient déployées. Elle décrit des militaires congolais bien mieux équipés qu'avant, avec de l'armement lourd, des technologies, on pense aux drones, vu les frappes précises qui surprendraient leurs adversaires. D'accord. Et au-delà du matériel, il y a un changement dans l'état d'esprit, dans la doctrine elle-même. C'est fortement suggéré, oui. Notamment via une citation attribuée au général Sylvain Ekenge, le porte-parole de l'armée. Il aurait dit quelque chose comme « Nous ne sommes pas l'Église. Si on vous donne une claque sur la joue gauche, n'attendez pas la joue droite. Nous n'allons pas nous laisser faire. » Ah oui, ça marque un changement de ton, ça, hein ? Carrément. L'analyse interprète ça comme le symbole d'un changement radical. Fini d'encaisser passivement les provocations. Le message envoyé, ce serait « Maintenant, toute agression entraîne une riposte. Immédiate et forte. Une approche beaucoup plus assertive. » Offensive, même. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, M23 affaibli, contrôle territorial contesté, posture congolaise plus ferme, contexte international moins contraignant, quelles sont les perspectives d'avenir que dessine cette analyse ? Elle est optimiste ? Elle affiche un certain optimisme, oui. En tout cas sur le plan militaire à court terme. Elle va jusqu'à prédire des redditions massives possibles au sein du M23. Elle avance même une échéance, peut-être d'ici novembre. C'est très précis comme prédiction. Novembre, d'accord. Et qu'est-ce qu'il adviendrait de ces combattants qui déposeraient les armes ? Dans ce scénario, la source détaille un peu le processus imaginé. Oui, elle est assez précise là-dessus. Il y aurait une distinction claire selon l'origine des combattants. Pour ceux identifiés comme congolais, ce serait un traitement au cas par cas. C'est-à-dire ? Ça veut dire vérification d'identité, regarder leur passé militaire éventuel. Est-ce que c'est un déserteur FARDC avec un matricule point tel ? L'analyse dit bien, point. Pas de réintégration automatique dans l'armée. Surtout pas. Certains pourraient aller dans des centres de rééducation, comme celui de Kamina. L'idée à terme, ce serait de former une armée nationale plus unifiée, sans ces éléments liés aux rébellions. D'accord. Et pour les combattants étrangers, les Rwandais présumés par exemple ? Pour eux, la ligne décrite est très différente. Pas question d'intégration, ni même de rééducation au Congo. Ils seraient systématiquement remis à la MONUSCO, la mission de l'ONU. Et ensuite ? La MONUSCO serait chargée de les confier au HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. La logique derrière, expliquée dans l'analyse, c'est qu'un retour direct au Rwanda pourrait être très dangereux pour eux, après avoir combattu pour le M23 et s'être rendus. Oui, on imagine. Donc la voie privilégiée, ce serait les camps de réfugiés gérés par le HCR, sans voûte dans un pays tiers. C'est un plan assez détaillé. Est-ce que la source lance un message direct à ses combattants ? Oui, il y a un appel très très direct dans l'analyse. Elle exhorte les combattants M23 encore actifs à déposer les armes, tout de suite, auprès des FARDC ou des Wazalendo. L'argument est simple et brutal. C'est votre seule chance de rester en vie.
L'analyse insiste, les bombardements stratégiques vont continuer. L'objectif, c'est de détruire complètement leurs capacités militaires restantes. Elle mentionne M23, AFC et même RDF, les forces rwandaises, sous-entendant leur présence. La reddition s'est présentée comme la seule alternative à la mort au combat ou sous les bombes. L'analyse aborde d'autres aspects un peu plus politiques, peut-être en marge de ce focus militaire? Elle fait une petite incursion, oui, sur la politique intérieure. Elle mentionne l'ancien président, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, quoi. Il est dépeint comme complètement déconnecté des réalités, des souffrances actuelles, préoccupé seulement par la gestion de ses biens. D'accord. L'analyse suggère même que la légitimité de sa fortune, accumulée pendant ses années au pouvoir, pourrait être remise en question dans ce nouveau contexte avec le pouvoir actuel qui s'affirme. C'est clairement une pique politique, ça s'inscrit dans ce narratif de rupture avec le passé. Bien. Si on devait essayer de synthétiser les points clés de cette analyse audio qu'on vient d'explorer. Alors, en gros, cette source, elle nous brosse le portrait d'un M23 qui serait vraiment affaibli par des frappes militaires ciblées, continues, un M23 dont le contrôle réel sur le terrain serait beaucoup plus limité qu'on ne le pense souvent. En face, on aurait une RDC, des FARDC, qui adopte une posture bien plus ferme, bien plus assertive, qui profiterait d'un contexte international un peu moins regardant. D'accord. Les conséquences régionales seraient importantes. Surtout une perte d'influence possible pour le Rwanda si le M23 est neutralisé. Et puis, elle envisage un dénouement militaire. Reddition ou élimination des combattants restants, avec des plans assez précis pour leur sort. C'est effectivement une lecture très orientée, qui mise beaucoup sur la dynamique militaire favorable qu'elle décrit, sur l'efficacité de la stratégie congolaise actuelle. Ça offre une perspective forte, même si, on le rappelle, ça vient d'une seule source d'analyse. C'est exactement ça. Et c'est peut-être là qu'est la limite de l'exercice. Cette analyse, elle se concentre énormément sur le militaire, le stratégique, la com, ce qui nous amène assez naturellement à une question pour aller plus loin, une pensée peut-être à méditer. Oui, bien sûr. En supposant que ces succès militaires se confirment, que la reconquête progresse, quel serait l'élément décisif qui n'est pas vraiment creusé ici pour transformer cette potentielle victoire militaire en une paix et une stabilité durable pour les populations de l'Est, ces populations qui subissent ces violences depuis des décennies? Ah oui, c'est la question à 1 million, ça, n'est-ce pas? Gagner sur le champ de bataille, c'est une chose, mais ça ne règle pas les causes profondes. Qu'est-ce qu'on fait de la gouvernance locale une fois les groupes armés partis? Comment on assure une vraie réconciliation entre les communautés? Quels investissements pour relancer l'économie, donner des perspectives aux jeunes? Et surtout, la réforme du secteur de la sécurité, pour qu'il protège vraiment toutes les populations de manière efficace et durable. Exactement. Les défis politiques, sociaux, économiques, la justice transitionnelle, tout ça est immense. C'est sans doute là que se jouera la vraie réussite sur le long terme, bien au-delà des bulletins de victoire militaire. Transformer une dynamique militaire en paix juste et pérenne, voilà le vrai enjeu pour la RDC et la région, une fois que, on l'espère, les armes se seront tues. Une réflexion essentielle à poursuivre, c'est sûr.